Au Moyen Âge, il ne fallait parfois presque rien pour être désigné comme un danger. Pas une preuve. Pas un crime. Juste un regard différent, ou une réputation qui dérange. Lorsqu'une maladie frappait un village, lorsque la peur s'installait, il fallait une réponse immédiate. Une explication simple. Un responsable visible. Alors on pointait du doigt. Non pas parce que c'était juste, mais parce que c'était rassurant. Dans un monde où l'on ne comprenait ni la maladie, ni la mort, ni le hasard, accuser quelqu'un permettait de croire que le chaos avait un sens. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette mécanique implacable. Celle qui transforme la peur en certitude. Celle qui exige toujours les mêmes victimes. Car au Moyen Âge, quand la peur prenait le dessus, il fallait un coupable. Bienvenue dans les ombres de l'histoire. Ici, nous racontons ce que l'histoire officielle préfère oublier, les peurs, les erreurs, et les innocents sacrifiés. Au Moyen Âge, le monde est instable. La vie quotidienne repose sur des équilibres fragiles, constamment menacés. Une mauvaise récolte peut condamner un village entier à la famine. Une maladie inconnue peut décimer une famille en quelques jours. Une tempête, un incendie, une sécheresse, et tout s'effondre. Les explications scientifiques n'existent pas encore, ou sont hors de portée du peuple. Ce qui ne peut être compris rationnellement est interprété autrement, par la religion, par les croyances, par la superstition. Dans ce contexte, l'inconnu devient dangereux, et ce qui fait peur doit forcément avoir une cause, même si cette cause est inventée. Face à l'angoisse, l'être humain cherche instinctivement à donner un visage au danger. Une peur sans forme est insupportable. Mais une peur incarnée devient plus facile à affronter. Alors on observe. On compare. On remarque les différences. Celui qui vit en marge. Celle qui sait trop de choses. Celui qui ne se conforme pas entièrement aux normes du groupe. Peu à peu, l'idée s'installe, et si le malheur venait de là? Ce n'est pas encore une accusation. Mais le doute est planté. Et il ne demande qu'à grandir. Le soupçon ne naît jamais brutalement. Il s'infiltre lentement, par des murmures, des rumeurs, des sous-entendus. Un regard échangé. Une phrase à voix basse. Une coïncidence interprétée comme une preuve. Très vite, les faits importent moins que les récits. La logique cède la place à l'émotion. Ce qui compte, ce n'est plus ce qui est vrai, mais ce qui semble plausible au regard de la peur ambiante. Et une fois que le soupçon devient collectif, il se renforce de lui-même. Chaque nouvelle inquiétude vient confirmer ce que l'on croyait déjà savoir. À ce stade, la communauté ne cherche plus à comprendre. Elle cherche à agir. L'inaction devient insupportable. Ne rien faire face au malheur donne l'impression de l'accepter. Alors on accélère. On simplifie. On tranche. Il faut une réponse visible, immédiate, concrète. Même si elle est injuste. Même si elle est irréversible. Car agir, même mal, donne l'illusion de reprendre le contrôle. Et dans un monde dominé par la peur, l'illusion du contrôle vaut parfois plus que la vérité. À partir du moment où le soupçon s'installe, la vie de la personne accusée change irréversiblement. Avant même qu'un mot officiel ne soit prononcé, la condamnation sociale commence. Les regards deviennent lourds, insistants. Les conversations s'interrompent lorsqu'elles s'approchent. Les portes, autrefois ouvertes, se ferment plus vite qu'avant. Elle n'a rien fait de plus que la veille. Rien dit de différent. Rien prouvé contre elle. Et pourtant, elle n'est déjà plus la même aux yeux des autres. Dans l'imaginaire collectif,
elle cesse peu à peu d'être un individu. Elle devient une idée, un symbole. Une réponse commode à une peur trop grande pour être affrontée autrement. À ce stade, peu importe ce qu'elle dit, ce qu'elle fait ou ce qu'elle nie. La peur a déjà parlé à sa place. La foule joue alors un rôle central. Mais une foule n'agit jamais comme un individu. Dans la masse, les consciences s'effacent. Chacun regarde les autres pour savoir comment réagir. Chacun se rassure en pensant que la responsabilité est partagée. Personne ne se sent cruel. Personne ne se sent injuste. Et pourtant, c'est précisément cette dilution de la responsabilité qui permet aux pires décisions d'être acceptées. La violence devient collective, donc acceptable. L'injustice devient normale, parce qu'elle est approuvée par le plus grand nombre. Ce n'est pas la haine qui domine, mais la peur. Une peur partagée, entretenue, renforcée par le regard des autres. Ce qui se joue ici n'est pas un événement isolé. Ce n'est ni un accident, ni une erreur ponctuelle. C'est un schéma. Une mécanique qui se répète encore et encore, dès qu'une société est confrontée à une crise qu'elle ne comprend pas. Une épidémie. Une famine. Une catastrophe. À chaque fois, le même enchaînement, la peur. Le doute. Le soupçon. La désignation. Le nom change, le visage change, mais le processus reste identique. Et tant que la peur ne trouve pas d'explication rationnelle, elle continuera de chercher un responsable humain. Avec le recul, une question s'impose. Était-ce réellement de la justice? Ou simplement une tentative désespérée de calmer une angoisse collective incontrôlable? En condamnant un individu, la communauté se donne l'illusion d'avoir agi, d'avoir rétabli l'ordre, d'avoir répondu au malheur. Mais cette réponse n'explique rien. Elle ne soigne pas. Elle ne prévient pas. Elle ne protège pas réellement. Elle apaise temporairement, puis la peur revient. Toujours plus forte. Comprendre cette mécanique aujourd'hui, ce n'est pas condamner le passé avec arrogance. C'est reconnaître quelque chose de profondément humain. La difficulté à vivre avec l'incertitude. La tentation de désigner un responsable plutôt que d'accepter l'inconnu. Ces histoires médiévales ne sont pas des anomalies. Elles sont des avertissements. Car les sociétés changent, mais les peurs restent. Et chaque fois que la peur l'emporte sur la compréhension, les ombres de l'histoire se rapprochent à nouveau.